du service économique de l'État en région, qui est hébergé par la DRETS Occitanie. C'est un service déconcentré de la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie. Et donc, on accompagne les filières industrielles stratégiques de notre région à se développer. On essaie de répondre à leurs difficultés et notamment, on a pris en main ce sujet de l'eau qui convient d'anticiper. Ça devient un sujet stratégique pour les entreprises. Donc, on peut commencer peut-être la présentation. Voilà. Donc, alors l'eau, effectivement, c'est un sujet qui anime beaucoup les ministères actuellement, avec un contexte national très dynamique. L'eau qui était considérée jusqu'à aujourd'hui comme un intrant éternel, devient un intrant stratégique, et en particulier pour l'industrie, pour qui ça représente un enjeu de performance industrielle et un enjeu environnemental, qui risque de se retrouver particulièrement impacté par les événements climatiques de type sécheresse notamment. L'industrie aujourd'hui prélève environ 8% du volume global d'eau prélevée en France, ce qui représente à peu près 2,5 milliards de mètres cubes d'eau, et en consomme environ 4%, ce qui représente 168 millions de mètres cubes. Donc c'est un sujet que les ministères ont souhaité clairement anticiper. On l'a bien vu à ces derniers temps avec la crise énergétique, on s'est retrouvé un peu dos au mur avec des industriels qui se retrouvaient en difficulté sur ces sujets. Le sujet de l'eau, on se retrouve plutôt aujourd'hui dans une logique d'anticipation des difficultés. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, cette anticipation se traduit par un plan d'action qui a été annoncé le 30 mars dernier par le président de la République. Donc, ce plan d'action, il se traduit par un objectif global, général, de moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030. Ça s'adresse à nous tous, y compris l'industrie. Et spécifiquement pour l'industrie, ça se traduit par la mise en avant de 50 sites industriels au niveau national qui seront courant juillet annoncés par les deux ministères, qui ont été ciblés comme étant particulièrement préleveurs d'eau, notamment dans le milieu naturel, et qui devront adopter une politique d'exemplarité en définissant des feuilles de route et des plans d'action pour les mois à venir. Ça se traduit également par un engagement des filières industrielles dans une démarche de sobriété hydrique avec la collaboration des comités stratégiques de filière, donc les CSF, qui doivent aujourd'hui intégrer dans leurs travaux le sujet de l'eau, et à qui il est demandé d'engager des réflexions sur ces sujets. Et ça se traduit également par un objectif de 10% de réhute d'ici 2030, avec des projets qui seront prochainement mis en avant, et l'industrie sera aussi ciblée dans cette communication. Alors, la Direction générale des entreprises contribue particulièrement au plan eau pour l'industrie. 3 temps de travail ont été identifiés au niveau de mon ministère. Comme je vous le disais, le premier temps de travail va s'appuyer sur les comités stratégiques de filière en leur demandant d'identifier un sous-objectif de sobriété hydrique. Aujourd'hui, on est sur une démarche volontaire. Demain, d'ici 2027, on passera sur des démarches plus prescriptives d'obligation, notamment sur les prélèvements en eau. Donc, il faut se mobiliser tous ensemble pour anticiper ces obligations et éviter que cela engendre des difficultés. Ça s'accompagne aussi d'un travail sur l'adaptation de la réglementation
avec des évolutions réglementaires qui sont prévues sur le décret des industries agroalimentaires et également sur les sujets des REUT. Donc voilà, il y a des travaux qui sont menés sur les textes. Et puis, ça va se traduire également par l'introduction d'un volet eau dans le plan France 2030 qui sortira dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année, et qui aura vocation à soutenir les innovations, les offreurs de solutions qui pourront accompagner les industriels dans cette démarche. Slide suivante. Alors voilà, qu'est-ce qu'on attend des industriels? C'est de contribuer à cet effort de sobriété générale. Le premier travail, ça va être de rassembler des données sur le sujet de l'eau, qui est un exercice qui n'était pas habituel jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains sites industriels qui maîtrisent mal leur consommation, notamment, voilà, qui connaissent l'entrée et la sortie, mais qui ne savent pas trop ce qui se passe au sein de leur site. Donc, l'idée, ça va être de mieux caractériser le chemin de l'eau. Et également, les filières vont travailler à des actions de sensibilisation vers les PME sur ces sujets pour les mobiliser à l'effort collectif. Donc voilà, d'ici l'été, les filières les plus consommatrices, donc l'industrie agroalimentaire, la chimie, les matériaux, les mines et la métallurgie, devront définir des plans, des feuilles de route pour les mois à venir. Et cela sera fait pour les autres filières en fin d'année. On a également la mobilisation du comité stratégique de filière de l'eau qui devra favoriser les synergies entre les filières, entre les acteurs de la filière de l'eau pour contribuer à cet engagement collectif et à cette dynamique. Et puis, au niveau national, il est prévu de s'appuyer sur le comité eau de France Industrie, qui est composé d'experts métiers de grands comptes de France Industrie notamment, et qui devra voilà, être force de proposition sur l'ensemble de ces sujets. Alors au niveau de l'adresse, actuellement, on travaille sur un recensement, on essaye de cartographier les entreprises régionales qui pourraient proposer des solutions innovantes qui s'inscriront dans ce volet eau et qui pourraient accompagner les industriels. Donc voilà, si vous inscrivez dans ce travail-là, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis, effectivement, on a fait un webinaire mardi dernier, donc les documents, le replay, les présentations des agences de l'eau, des acteurs de l'accompagnement se seront mis en ligne la semaine prochaine, puisque j'ai ma collègue qui s'occupe du site internet qui est encore en congé, mais ça sera fait, donc vous pourrez aussi consulter ces documents qui vous donnera aussi un aperçu des aides financières qui peuvent être mobilisées sur ces sujets. Merci Marine pour votre intervention. Alors peut-être que tout au long de ce webinaire, pour le rendre un petit peu plus dynamique et permettre à chacun de poser des questions, on va vous permettre de poser des questions après chaque intervenant. Donc, je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les adresser soit dans l'espace de discussion, soit en prenant la parole. Hein. Donc, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions à ce stade-là, donc effectivement, le webinaire, le note sera mis en replay à la fin de la séquence là, dans la journée et celui de la DRITS, comme vient de le dire Marine Crovisier, la semaine prochaine. Donc, vous pourrez revoir aussi les échanges de questions-réponses. Donc, je vois qu'on a une question, donc Delphine de Microbia. Alors, quelles sont les solutions innovantes plébiscitées? Est-ce ouvert à tout type d'innovation concernant l'eau? Quid de la qualité de l'eau? Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de... le volet eau n'étant pas affiché, clairement défini, tous les champs d'action sont possibles. Ça va du diagnostic, ça va
sur l'investigation des réseaux d'eau, ça va sur les solutions qui pourraient permettre aux procédés industriels d'être plus performants. Ça peut couvrir un champ large tant que ça contribue à l'objectif général des économies d'eau. Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de périmètre restreint sur ces sujets. Et quid de la qualité de l'eau? Je sais qu'aussi les agences de l'eau se mobilisent sur, présentent des appels à projets sur tout ce qui est pollution aussi de l'eau. Donc il y a le volet économie, il y a le volet également pollution. Aujourd'hui, on s'engage plutôt sur les économies d'eau, la sobriété hydrique. Effectivement, le sujet des pollutions est aussi clairement pris en charge, notamment au niveau des DREAL, qui contrôlent ces sujets au niveau des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, voilà. Alors que le sujet de la sobriété hydrique n'était pas clairement pris en main aujourd'hui. Il n'y avait pas trop de restrictions qui étaient demandées aux industriels jusqu'à aujourd'hui. Alors, une autre question de Asdine Baou, il me semble. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il existait des textes pour le reuse de l'eau. Parce qu'en fait, on parle de reuse de l'eau, mais pour faire du reuse, il faut qu'on ait des textes hygiène et sécurité. Je veux savoir si ça existe. Alors, je vous propose qu'on y revienne un peu plus loin dans la présentation, parce que ça va être évoqué un peu plus loin, sauf si vous voulez compléter et apporter un élément de réponse tout de suite. Oui, effectivement, oui, il y a des textes qui viennent encadrer ce type d'eau. Donc, je vous disais, il y a vraiment un travail aujourd'hui au niveau ministériel sur l'évolution de la réglementation sur ces sujets. Donc, je pense que vous en reparlerez tout à l'heure en présentation. De Céline Paguegui, donc sur un projet à court terme, notre processus engendrerait un rejet de 1/3 d'eau, mais plus minéralisée que celle prélevée. Peut-on être accompagné sur les rejets de cette eau et comment avoir un processus plus écologique? Alors, accompagner, oui. Il y a différents acteurs qui peuvent vous accompagner. Il y a les pôles de compétitivité. Je ne sais pas à quelle filière vous appartenez, mais il y a le pôle aussi Aquavalais, voilà, qui a indiqué mardi qu'il pouvait proposer des solutions. Et puis, il y a aussi chez Adoc, vous avez aussi des gens qui sont quand même assez experts dans ce domaine, que je vous encourage aussi à contacter, puisque c'est l'Agence de développement économique de la région Occitanie, et qui peut aussi vous aider à qualifier votre projet et peut-être aussi cibler des dispositifs régionaux qui pourraient vous accompagner. Et effectivement, vous retrouverez tous ces contacts dans le webinaire, dans le replay du webinaire qui a été organisé par la DRILS et qui sera communiqué la semaine prochaine et dont on se fera le relais. Merci beaucoup, Marilyn. Je vous propose que Isabelle Gianiel puisse prendre la parole. Et Isabelle, je vous laisse peut-être présenter également la SOR avant de rentrer dans le vif de votre propos. Delphine, merci beaucoup et merci Marilyn pour ce cadrage qui nous permet de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Quelques mots très rapidement, mais ça me paraît nécessaire, sur SOR, qui est une entreprise qui intervient exclusivement dans le domaine de l'eau potable, de l'eau de process et de l'assainissement, donc une activité 100% dédiée à l'eau, à la fois en travaux, mais également en prestations de services auprès des collectivités et des industriels. SOR dispose d'une expertise reconnue, notamment dans le domaine de l'hydrogéologie, ce qui explique la présence avec nous de Marjorie Bertrand, de Imagio, filiale de SOR, qui intervient particulièrement sur ces sujets, mais également de mes collègues Luc Méjean et Fabienne Négrel, qui pourront véritablement répondre de manière extrêmement concrète tout à l'heure à toutes les questions que se posent les entreprises et les industriels quant à la réglementation qui s'applique à eux, mais également des solutions qui peuvent être proposées, notamment par le groupe SOR. Et donc mes collègues Luc et Fabien appartiennent à la filiale Nigel SOR Industrie et sont spécifiquement là pour vous aujourd'hui. Marjorie, je vais te laisser la parole. On commence, et ça nous paraissait vraiment souhaitable dans la mesure où la Cleantech est hébergée dans le Gard, où le Gard est quand même un département particulièrement
représentatif des difficultés d'approvisionnement en eau, en tout cas de sécheresse, je dirais, structurelle qui touche les territoires dans le sud particulièrement, mais au niveau national également. Et puis un département un petit peu particulier, puisque globalement 85% des ressources sont prélevées dans le milieu souterrain, plutôt dans des nappes alluviales, c'est-à-dire dans des nappes d'eau qui accompagnent les cours d'eau, avec un léger déséquilibre, il faut le savoir, en direction des entreprises et des industries, puisque c'est environ 100 millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevés dans le Gard chaque année pour les activités des entreprises et des industries, et seulement fait un petit peu moins, 70 millions de mètres cubes pour les collectivités. Merci Isabelle. Donc, on va faire le point. Donc, Marjorie Bertrand, je fais partie d'Imageo, donc une filiale du groupe SOR spécialisée donc, dans la surveillance du risque sécheresse. Donc, avant de commencer et de regarder ce qui se passe dans le Gard, je vous ai mis une carte en fait de la France, une représentation de l'état des nappes d'eau sur la France entière, donc par département. Cette représentation, je vous invite à la consulter directement sur Internet. Donc, c'est un site qui est affiché juste en bas, qui s'appelle Info Sécheresse, donc info-sécheresse.fr. C'est un site qui a été donc développé et financé exclusivement par le groupe SOR, qui en fait va venir rassembler l'ensemble des données des réseaux de surveillance qui ont été mis en place par les services de l'État. Quand on parle de ressources en eau et de cycle naturel de l'eau, il faut bien prendre en compte trois grands domaines. Donc, les eaux souterraines, bien sûr. Donc, Isabelle en a parlé. Les fameuses nappes phréatiques. On parle aussi de nappes profondes. On a également la partie haute surface. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va voir. Hein. Donc, les cours d'eau. Donc, dans le Gard, il y en a quelques-uns. Il y a des ruisseaux et quelques grands cours d'eau. Et également la partie météorologie, donc là, tout ce qui va être bien évidemment pluie, température et également enneigement. Donc, je vous propose qu'on fasse un focus sur le Gard. Alors là, c'est juste une petite partie sur le volet météorologique. Je vous ai mis la représentation de ce qu'il se passait en termes de température. Donc, on compare ici la température de tous les mois de juin à Nîmes. Depuis les années 80, donc c'est ce que vous voyez sur la partie sur le graphique de gauche, jusqu'à l'année 2023, et on compare la température mesurée avec les normales de saison. Je pense que vous l'entendez souvent à la télé. On se rend compte que finalement, on est très souvent au-dessus des normales de saison, en tout cas au mois de juin à Nîmes. On le voit également sur la carte, c'est le cas pour la quasi-totalité du département du Gard. Ça a un impact, en fait, la température de l'eau, vous vous en doutez, ça a un impact sur les consommations, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour les besoins en eau, pour le refroidissement ou même pour vos process industriels. Ça a également un impact sur le milieu naturel. Il est bien évident qu'il faut aussi qu'on le prenne en compte. Donc là, c'est vraiment la situation de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je vous montre là, je vous le rappelle, c'est toujours disponible sur infosécheresse.fr, vous pouvez le regarder. Si on regarde maintenant les eaux de surface, donc les cours d'eau du département du Gard, tous les petits points que vous voyez ici, ce sont les stations de mesure que suivent les services de l'État, également les structures de gestion, donc structures de surveillance des cours d'eau. Il y a à peu près 24 cours d'eau sur le département, donc il y en a des tout petits, il y en a bien sûr des plus gros. Il y a à peu près 64 stations de mesure qui permettent de faire un suivi. Donc là, la représentation que vous voyez, ça vous donne une idée. En fait, les endroits où c'est bleu, c'est qu'on est sur des débits sur les cours d'eau qui sont plus importants que ce qu'on mesurait les années précédentes. Les endroits où c'est vert, c'est qu'on est sur une situation équivalente en fait aux années passées. Et les endroits où c'est rouge, bien évidemment, c'est des endroits où on est sur des niveaux qui sont plus bas que ce qu'on mesurait par le passé. Donc la situation aujourd'hui est plutôt normale. Bon, vous avez bien vu tous les orages qu'on a subis au mois de mai et juin. Ça a permis de remplir un petit peu nos cours d'eau. Si on regarde maintenant le dernier point, donc la partie sur les eaux souterraines. Donc le département du Gard, il y a
va dire, il y a une quinzaine de nappes qui sont présentes dans, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la partie plutôt des eaux souterraines, sur le secteur sud de Nîmes, sur la bordure là qui va depuis Aigues-Mortes, la plaine en fait de la Vistrinque, on a une nappe d'eau souterraine, donc qui est très exploitée pour la production d'eau potable, également par des industriels et par le monde agricole. Et ensuite, sur le nord de Nîmes, l'est et l'ouest du département, on va avoir plutôt des nappes plus petites et qui vont circuler en fait dans des formations calcaires, donc avec des temps de réaction qui vont être différents du fonctionnement d'une nappe qui suit un cours d'eau. Sur le département, il y a 46 points de mesure sur les nappes d'eau. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez des petits points avec à chaque fois les couleurs qui sont représentées. Vous le voyez, sur les eaux de surface, on avait une situation qui était à peu près normale. Sur les eaux souterraines, la situation est un petit peu plus complexe, hein. Ça s'explique par le fait qu'il n'a pas beaucoup plu cet hiver et qu'en fait, les nappes n'ont pas eu le temps de se recharger, ne se sont pas rechargées, donc on est sur des niveaux bas. À partir de tous ces réseaux de mesure, la préfecture du Gard, lors des comités de sécheresse qui ont lieu tous les 15 jours, prend des décisions que certainement vous subissez ou en tout cas que vous devez appliquer. Je vous ai mis ici la carte de situation donc des arrêtés de restriction d'eau actuellement en vigueur sur le département du Gard. Donc c'est la situation au 13 juin. Il y a un nouvel arrêté qui va être pris ce lundi. La consultation est en cours. Donc la situation actuelle, c'est qu'on a une grande partie du département qui est ce qu'on appelle dans un seuil d'alerte. Donc il y a 4 seuils hein, sur les restrictions. La vigilance, c'est la couleur grise. On le voit sur la plaine du sud, là, tout ce qui est numéro 9, 9 et 10, on a un découpage par bassin. L'alerte qui impose pour les industriels une diminution des prélèvements de 30%. Donc ça, c'est la zone en jaune. L'alerte renforcée, donc là, on va vous demander de réduire vos prélèvements de 50%. Et quand on est en crise, donc en rouge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, un arrêt des prélèvements, sauf si votre site bénéficie d'un arrêté préfectoral qui lui est spécifique pour maintenir ses activités. La situation étant favorable, il semblerait que le nouvel arrêté qui va sortir donc lundi passe plutôt sur des seuils de vigilance et enlève une grosse partie des zones qui sont en alerte parce que pour le moment, la situation est plutôt favorable. Donc ça, c'est la première étape qu'on mène, c'est-à-dire ce fameux diagnostic de la vulnérabilité du risque sécheresse. Donc là, je vous ai présenté à l'échelle d'un territoire du département du Gard. On le fait également sur une collectivité ou sur des sites industriels. Savoir en fait quelle est la vulnérabilité de votre site à une éventuelle manque d'eau liée à une restriction ou à une sécheresse. Merci beaucoup, Marjorie. Sur ce point presque rassurant au vu du contexte, mais on reste en alerte, on a bien compris. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie de contexte et de un peu description, état des lieux de la situation dans le département. Je vous propose peut-être, Luc Méjean et Fabien Négrel de prendre la suite et de pouvoir du coup présenter une possibilité d'économie dans les entreprises. Je laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc Luc Méjean, moi je suis directeur commercial hein, de l'entreprise Naïos Industrie, comme le rappelait Isabelle, qui fait partie du groupe SOR et qui travaille spécifiquement sur les marchés industriels. Nous proposons des solutions pour répondre à des objectifs de traitement d'eau, aussi bien sur la partie production d'eau, sur les autres process, que sur le traitement des effluents industriels, avec bien sûr aujourd'hui le sujet du reuse ou du reuse dont on va parler. Fabien, je te laisse te présenter aussi. Donc bonjour à tous. Donc moi je représente toutes les activités de Naïos Industrie, plus spécifiquement sur la région Grand Sud-Est, qui comprend une partie de l'Auvergne, la vallée du Rhône, les Alpes. Donc voilà, particulièrement impliqué sur le département du Gard, sachant que moi je suis gardois
aussi actuellement, donc je connais bien la région. Et mon rôle, c'est d'assurer un rôle de proximité avec des clients ou des projets de développement, que ce soit pour potentiellement des travaux ou aussi l'exploitation de stations sur vos sites industriels. Alors, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans l'industrie, dans vos usines. Alors, on fera un focus quand même sur les usines de production et de transformation. Voilà, on a dressé un peu le bilan aujourd'hui et les objectifs donc d'un point de vue général. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que le cycle de l'eau dans une industrie, dans une usine de production, qu'est-ce qu'il est, hein? Donc aujourd'hui, vous avez tous besoin d'eau de façon plus ou moins importante. Vous prélevez, vous êtes alimenté. Alors soit il y a 3 sources potentielles d'alimentation d'un site industriel, c'est le réseau d'eau potable en fait, soit de l'eau de forage, donc, ou soit de l'eau de surface. Donc cette eau, elle rentre dans votre usine, elle est transformée, traitée pour des applications dans le domaine de vos process, hein, donc en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Et cette eau derrière, donc vos process, vos unités de fabrication vont générer en fait des effluents. Et ces effluents donc, pollués seront traités par une station d'épuration qui soit est liée en fait au réseau d'assainissement collectif, ou soit votre station d'épuration propre au site industriel avant d'être rejetée en milieu naturel. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, les besoins en eau hein, donc, peuvent être divers et variés, donc soit de l'eau industrielle, donc pour des opérations de lavage, nettoyage, soit en utilité, tout ce qui est application chaudière et tour aéro, ou alors c'est de l'eau qui rentre directement dans votre produit fini. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous embouteillez de l'eau de source, effectivement, c'est votre matière première. Donc, l'impact sur les économies d'eau, il est immédiat. Donc, après, l'objectif, il va être, comme l'a été précisé auparavant, donc de diminuer, faire des économies d'eau, donc diminuer en fait le prélèvement à la source, réseau, eau de forage ou eau de surface. Donc ça, c'est vraiment une démarche, c'est une démarche d'entreprise, c'est une démarche parce qu'elle impacte l'ensemble des acteurs en fait dans l'entreprise d'un point de vue technique, d'un point de vue qualité, d'un point de vue également réglementaire de ce qui est possible de faire ou pas. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est réduire de 10, 20, 30%, voire 50%, comme il a été précisé, l'eau prélevée sur la ressource. Donc si on continue, donc il y a voilà, donc il y a 4, en fait, il y a 4 gros secteurs de possibilités pour diminuer vos consommations d'eau. 4 approches, en fait, c'est soit vous réduisez vos consommations d'eau au niveau de vos opérations de process, donc sur les phases de lavage, sur l'utilisation directe de l'eau, en fait, sur vos process. Donc là, ça nécessite aussi de travailler directement avec les utilisateurs et peut-être de changer, de faire évoluer votre outil de production pour qu'il soit moins gourmand en eau. Soit vous aussi, donc ça va un petit peu dans le même sens, recycler l'eau directement sur vos ateliers de production. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait par les équipementiers au niveau production pour moins utiliser l'eau sur les étapes de process. Autre possibilité aussi, c'est réutiliser les eaux de pluie. Donc ça, c'est une solution possible. Donc récupérer les eaux de pluie et les réutiliser sur vos applications. Et dernier point sur lequel on va travailler un peu plus précisément. Donc c'est la réutilisation de l'eau sortie de vos stations d'épuration. Donc ce qu'on appelle le reuse ou le reuse. Alors le terme reuse est beaucoup plus utilisé dans le domaine de l'industrie. Donc faire du reuse sorti des stations d'épuration. Donc, quelle que soit
l'approche, en fait, ça nécessite quand même, et ça a été rappelé tout à l'heure, donc une approche, une méthodologie, en fait, pour essayer de travailler sur des économies d'eau. Il y a déjà, en fait, un premier constat, c'est avoir une analyse générale de vos consommations d'eau, c'est-à-dire où est-ce que vous consommez de l'eau, quels sont les ateliers qui sont les plus consommateurs d'eau. Ça va permettre, en fait, de hiérarchiser votre plan d'action et travailler plutôt sur les ateliers qui consomment beaucoup plus d'eau que sur ceux qui sont sur des consommations beaucoup plus faibles. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un état des lieux de vos besoins. Donc, à partir du moment où vous avez cette approche un peu générale, donc avoir un état des lieux de vos besoins, quelle qualité d'eau pour quelle application. Et derrière, à partir de ce premier constat, vous allez pouvoir mettre en place déjà un plan d'action pour aussi mesurer vos consommations d'eau et les consommations d'eau sur les ateliers et ensuite d'avoir aussi une idée des rejets associés parce que tout atelier de production va générer des rejets qui, eux, seront traités sur votre station d'épuration. L'objectif, c'est d'avoir une cartographie complète, en fait, de vos consommations dans votre usine. Et c'est l'étape numéro 1 qui va vous permettre derrière de travailler et de définir un plan d'action et une démarche complète. Et juste, Luc, pour compléter, cette cartographie de votre consommation d'eau, il est important aussi de l'associer avec la cartographie des rejets que vous faites au fil de l'eau dans vos activités, parce que parfois, ça peut révéler des processus, des manipulations ou des produits que vous pouvez utiliser sur lesquels il y a aussi des axes de travail à mener. Ouais. Exactement, tout à fait. Dans la cartographie, il y a effectivement les consommations et effectivement ce que ça génère. Donc, si on regarde un peu, donc, une approche un peu macro, donc vous avez votre usine qui va être alimentée en eau, donc avec une origine eau de réseau, eau de surface ou eau de surface ou forage. Vous allez l'utiliser et vous allez générer en fait des effluents. Ces effluents vont être traités sur votre station d'épuration. Donc là, je prends le cas de figure où vous avez une station d'épuration propre à votre usine. Vous pouvez aussi être raccordé au réseau. Et de cette station d'épuration, vous allez avoir un rejet au milieu naturel ou au réseau d'assainissement avec un pré-traitement sur la base d'un arrêté préfectoral d'autorisation de rejet. L'objectif, c'est quoi? Donc, dans le reuse ou le reuse, c'est d'avoir en fait de mettre en place une économie circulaire qui va permettre de réutiliser une partie de l'eau sortie station et la ramener en fait vers les applications process, donc avec un mélange plus ou moins important avec de l'eau d'alimentation et de la remonter en fait vers vos applications process. Ça veut dire que vous allez mettre en place une étape de traitement qui va être complémentaire à votre station d'épuration pour traiter avec un niveau de qualité plus ou moins poussé, une eau qui va pouvoir être réutilisée dans vos applications de process. D'où l'objectif, c'est de pouvoir récupérer entre 10 jusqu'à 50% en fait de l'eau et pouvoir diminuer sur ce poste-là vos consommations d'eau. Allez-y. Voilà. Alors, tout ça, ça répond quand même à une méthodologie. C'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a réutiliser de l'eau sortie station, ça nécessite quand même d'avoir une bonne connaissance déjà de vers quel usage on va pouvoir réutiliser cette eau. Donc, il y a aussi derrière un aspect réglementaire. Et à partir de quel usage, c'est quelle qualité d'eau j'ai besoin. Si vous utilisez aujourd'hui de l'eau potable distribuée par le réseau, est-ce que l'objectif, c'est à partir d'eau sortie station, c'est de refaire de l'eau potable? Ça, c'est une première question parce que de cette interrogation, de cette réflexion va générer derrière, c'est quel traitement je vais mettre en place en sortie station pour pouvoir pour produire une eau de qualité eau potable. Alors qu'on n'appellera pas de l'eau potable, puisqu'on ne peut pas appeler réglementairement de l'eau potable à partir d'une eau usée. Mais en tout cas, en termes de qualité technique, on peut arriver à des niveaux de qualité identiques à ce qu'on peut avoir en eau potable, voire même aller beaucoup plus loin dans le traitement. Et de là découle en fait derrière toute la partie approche technique, budgétaire, en passant par une phase de pilote et derrière pour
avoir derrière le chiffrage de l'installation complète qui va vous permettre derrière de le présenter auprès des agences de l'eau et d'avoir des subventions. Donc, quand on travaille à partir de l'eau sortie station, on se pose quand même des questions un petit peu différentes de ce que vous pouvez faire quand vous traitez une station et que vous faites une analyse via les bilans d'autosurveillance qui vous sont demandés. Là, on va regarder d'autres paramètres. Donc, il y a une partie analytique quand même qui est beaucoup plus poussée, puisqu'on va s'intéresser quand même à la partie minéralité, à des paramètres chimiques, physico-chimiques qu'on ne regarde pas quand on fait du rejet au milieu naturel ou qu'on regarde moins. Donc, ça nécessite quand même une connaissance plus précise en fait de la qualité de l'eau qui sort de vos stations d'épuration. Et on peut regarder, alors il y a un petit diagramme qui permet quand même aujourd'hui, quand vous êtes sur de l'eau brute, vous avez ce niveau de qualité. Donc l'eau potable, en fait, ce qu'on appelle le drinking water, elle a un niveau de qualité effectivement beaucoup plus élevé. Et l'eau sortie station, elle est à un niveau de qualité beaucoup plus faible aujourd'hui. Donc en fonction des étapes de traitement qu'on peut mettre en place, on veut avoir un niveau de reuse qui sera plus ou moins poussé pour avoir donc au maximum en fait un niveau de reuse en fonction des technologies qu'on va utiliser au niveau de la solution reuse. On aura un niveau de reuse beaucoup plus important. Voilà, donc ça nécessite de mettre en place des technologies qui aujourd'hui existent. Donc on ne développe pas de nouvelles technologies, c'est-à-dire on adapte des technologies qui sont utilisées aujourd'hui pour produire de l'eau potable, pour produire de l'eau de process, et qu'on adapte en fait dans le domaine des eaux usées pour pouvoir produire la même qualité d'eau. Allez-y, on continue. Voilà, alors là, c'est un schéma général qui montre, donc, puisqu'on va s'intéresser aux polluants, quel type de polluants, donc on va aller du plus gros au plus petit. Ce qui est important, c'est qu'en fonction du type de polluant, on va utiliser des technologies, on va faire appel à des technologies existantes pour aller jusqu'à des technologies alors, de filtration et jusqu'à des technologies membranaires ou de déminéralisation sur résine qui, elles, vont permettre de traiter tout l'aspect minéralité de l'eau nécessaire sur certaines applications process. Allez-y. Alors, sur ce tableau, ce qui est important de retenir, en fait, on a fait la liste en fait, des technologies qu'on peut utiliser avec leurs objectifs, les avantages, les inconvénients, et également l'élément sur la partie exploitation et maintenance. Ce qui est important de savoir, c'est que une installation de reuse, lorsqu'elle est en place, elle intègre complètement votre filière de traitement, votre station d'épuration. Et derrière, ça génère en fait une nécessité d'exploitation en fonction des technologies qui vont être utilisées, plus ou moins poussées. Donc, ne pas négliger la partie exploitation et maintenance, coût d'exploitation lié à cette installation, puisqu'on peut aller, et aussi compétences nécessaires pour exploiter, opérer cette installation. Voilà. Non, mais oui, Fabien? Non, mais vas-y. Ouais. Donc, si on revient un petit peu à notre schéma, notre cycle de l'eau, voilà. L'objectif, c'est quoi? Donc, c'est diminuer le volume qui est puisé dans la ressource en réutilisant de l'eau, donc avec un certain niveau de pourcentage, 10 à 50%, mettre en place un traitement de reuse, plus ou moins complexe et plus ou moins défini en fonction de ce que vous voulez en faire, quelle qualité d'eau vous souhaitez remplacer, et mélanger en fait cette solution de reuse, cette eau de sortie reuse avec l'approvisionnement en eau pour pouvoir avoir un cycle complet en fait et vertueux, donc qui va permettre en fait d'avoir un impact direct en fait sur l'économie de la ressource. Juste un petit exemple derrière, en fait, de ce qui a été fait dans une usine. Là, donc, on est dans le domaine de la cosmétique chez L'Oréal. Alors, c'est une usine qui est en Pologne. Là-bas, en fait, ils utilisent de l'eau pour des opérations de process, donc opérations de lavage, opérations de tours aéro. Là, en mettant en place une solution de reuse, ils ont diminué de 50% en fait,
ils ont diminué 50% en fait l'approvisionnement en eau au niveau de la ressource eau potable, en utilisant 50% en fait d'eau sortie station, en recyclant 50% d'eau de sortie station avec des technologies de type flottation, ultrafiltration et osmose inverse. Voilà, c'est un exemple concret en fait de ce qui a pu être fait. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'ensemble de cette filière-là, mais en tout cas, c'est une installation qui fonctionne aujourd'hui et qui leur a permis de ne pas diminuer en fait leur capacité de production au niveau de l'usine. Je vous remercie. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Luc et Fabien. Alors, une première question, effectivement, qui est arrivée. Donc, qui réalise les analyses de paramètres de sortie, donc physico-chimiques et microbiologiques? Alors, tout ça. Alors, ça peut être fait dans les laboratoires qui sont déjà dans les usines, hein, donc dans les entreprises. Alors, si effectivement c'est pas le cas, ça peut être fait à des laboratoires externes. Ça, il y a plusieurs. Vous installez soit c'est un préleveur automatique, soit vous faites de la microméthode sur in situ, soit des laboratoires agréés qui peuvent réaliser ce type de prestations. Voilà, nous, on peut assurer ce type de produit. Il y aurait d'autres questions? Oui, bonjour, Thierry Lecvecchio, groupe Stellantis. Moi, j'ai une question, c'est au-delà effectivement de la reuse qui va générer derrière des effluents plus concentrés qu'on va rejeter dans le milieu naturel, donc avec un impact, une incidence sur les traitements existants. La question que je me pose, c'est que localement, on a aussi une protection de l'étiage, puisqu'un industriel va rejeter dans l'eau, va rejeter pas mal d'eau, hein. Est-ce qu'on ne peut pas arriver localement, effectivement, avec des conflits vis-à-vis de cette protection de l'étiage et comment ça va être géré et par qui? Seront des négociations avec la DREAL? Comment seront gérées localement la protection de l'étiage de milieux naturels dans lequel l'industriel va se déverser? Oui, bah, non, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, alors quand je parle le projet d'un reuse, c'est un projet d'entreprise, mais ça a un impact en fait sur l'ensemble de l'environnement. Quelquefois, le rejet d'une usine, ça correspond à quasiment 80% en fait du débit d'une rivière qui passe à côté. Donc il y a cet élément-là effectivement à regarder de près. Parce qu'on peut être amené à rejeter, quand on met en place des reuse, des solutions beaucoup plus concentrées, notamment si on utilise des technologies membranaires et notamment des concentrats d'osmose. Donc, c'est une approche générale à mesurer. Donc, il y a l'ADREAL qui intervient, l'agence de l'eau aussi qui peut aussi aider, donc des bureaux d'études spécialisés donc, qui peuvent travailler en amont pour vraiment définir un plan d'action et prendre en compte ce paramètre-là, quoi. C'est qui est important. Indispensable, oui, tout à fait. Ouais. Et merci. Moi, pour juste apporter aussi des précisions par rapport au périmètre, moi, sur le secteur gardois, on gère quelques activités avec des industriels et souvent ce sujet de reuse remonte en disant, mais tiens, on rejette des eaux plutôt traitées qui sont qui sont pas si sales, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ce que je leur dis souvent, c'est que les réinjecter dans leur process, eh ben, ça nécessite ce qu'a présenté Luc, mais il y a des solutions un peu plus intermédiaires ce qui est fait aussi sur les parties stations d'épuration des collectivités, c'est que vos eaux, parfois, il faut s'interroger si vous n'avez pas besoin de faire des lavages mais pas à l'intérieur d'usine, mais sur parfois où il y a des bacs sur lesquels vous pouvez avoir besoin, sur de l'arrosage, etc. C'est quelque chose qui peut être mis en place aussi. Vous avez cette possibilité-là. On est vraiment dans le diagnostic vraiment global de votre consommation d'eau au niveau de vos facilités aussi, parce que voilà, c'est tout ce qui est aussi à l'extérieur de vos bâtiments qui peut avoir un impact. Ah, on vous entend pas. Vous êtes Jusqu'à la fin du webinaire, on reprendra s'il y a d'autres questions. Je propose qu'on enchaîne avec Chemdoc Water. Et donc, Salvador Pérez, on te laisse la main, Salvador, sur la présentation, il me semble. D'accord, ouais, merci. Donc, je vais vous partager mon document.
Voilà. Ça devrait marcher. Ça marche Oui, très bien. Très bien. Oui, vas-y, Bon. on s'entend, on voit tout. Alors, bonjour. Donc moi, je suis Salvador Pérez, je dirige l'entreprise Chemdoc. Je vais vous présenter un petit peu quelle est notre approche, puisque nous sommes une entreprise de traitement d'eau. Je vais essayer de ne pas faire de redite après, notamment ce que vient de dire, Luc, puisqu'on est sur des sujets qui sont très voisins, forcément. Et je précise d'ailleurs qu'on se connaît bien et qu'on collabore assez régulièrement avec Luc et les équipes de SOR. Donc moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être l'approche, en fait. Hein. Bon, au travers de solutions très concrètes de ce que Chemdoc fait aujourd'hui pour l'eau industrielle, mais peut-être de prendre l'angle de comment on attaque ce sujet de l'amélioration de l'empreinte eau d'une usine et comment on réduit le prélèvement, comment on substitue, etc. Donc, cette approche qu'on appelait 360 degrés 4R et qui donne une grande place, évidemment, au recyclage, à la réhute, la reuse, etc. Bon, donc, je précise qu'on est une entreprise PME accompagnée par Cleantech Booster, puisqu'on fait partie des boostés en région, et que nous sommes basés dans l'Hérault. Donc, notre métier, déjà, l'entreprise, c'est une PME, hein, donc c'est une entreprise de 25 personnes à ce jour, qui travaille beaucoup sur des sujets d'eau industrielle, essentiellement historiquement, sur l'eau de process et d'utilité, l'eau ingrédient, mais aussi par la transposition des cadres techniques et des problématiques, en particulier celles des polluants émergents, sur l'eau potable, avec tout ce qui va être membranaire. Et puis, l'activité qui devient notre activité principale, hein, qui va être celle du recyclage de l'eau, de la réutilisation de l'eau. Nous construisons des équipements hein, avec des équipes, on les conçoit, on les construit, et on les met à la disposition des industriels, en général dans le cadre d'une étude préalable. Alors, soit tout seul dans certains types de projets, puis dans d'autres projets en collaboration avec des entreprises plus grandes et plus, structurées et présentes au niveau international, comme d'ailleurs c'est le cas de SOR qui vient de parler juste avant. Les technos sur lesquels on va s'appuyer, ça va beaucoup tourner autour des membranes, donc je vais passer rapidement parce que quand même Luc en a parlé sur les solutions. Donc on s'appuie beaucoup, les solutions de l'eau durable quand même tournent beaucoup autour de la membrane, de l'électrochimie. Donc on s'appuie sur toutes ces technos avec des procédés assez innovants qui combinent des briques qui sont connues, qui sont maîtrisées, mais dont le process ou la combinaison peut être très innovante. Alors, notre activité dans l'industrie, elle touche au process, aux utilités et à l'eau potable. Donc, je vais passer rapidement, mais disons, ce sont les rubriques classiques de l'eau dans l'industrie, avec un gros pavé utilité. Ça fait partie des gros consommateurs classiques, hein, autour du refroidissement des tours aéro-réfrigérantes, la production de vapeur, mais aussi tout un volet process, où là, on peut avoir des cadres techniques très exigeants, soit du fait de l'ingénierie du métier, soit évidemment des critères sanitaires ou des contraintes qualité, comme la pharma, cosmétique, etc. Et lorsqu'on va parler de recyclage, évidemment, dans ces métiers-là, on va avoir une attention un petit peu plus particulière à ces cadres techniques très exigeants qui se transforment aussi dans des cadres, disons, de contrôle qualité, des cadres réglementaires. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, comment est-ce que, quand on arrive, comment on peut démarrer un travail dans une usine pour réduire, au final, les objectifs sont ceux à droite, hein, donc réduire le prélèvement, améliorer l'empreinte environnementale, et très souvent, au passage, réduire les coûts énergétiques, ou du moins les maîtriser, ne pas les faire exploser. On va voir, disons, évidemment des ateliers de l'usine dont on a parlé qui vont être un peu des passages obligés, donc on sait tout le temps avoir un sujet refroidissement,
vraisemblablement un sujet nettoyage, très souvent de la vapeur, qui est souvent le cœur de l'usine, et puis de l'eau de process. On en a un petit peu parlé. Alors, après, l'autre grille d'évaluation qu'on va avoir, c'est plutôt celle de comment on procède. Donc, quelles sont les filières qui sont en place? Est-ce qu'on a, par exemple, historiquement, du traitement d'eau de surface très physico-chimique, avec des boues, avec des coagulants, des flocculants, donc des charges minérales, parce que Luc Méjean en a parlé tout à l'heure, mais lorsqu'on va vouloir recycler de l'eau dans un circuit relativement court, tout ce qu'on va rajouter dans l'eau, et c'est bien ce qu'oublient toujours on va dire, nos confrères de l'assainissement, c'est que là, il ne s'agit pas de faire de la DCO, de la DBO, etc. C'est que si ça tourne en rond, le cycle d'utilisation de l'eau dans l'usine va charger l'eau en minéralisation. Et les filières elles-mêmes de traitement d'eau peuvent être un très gros contributeur à cette charge en salinité. L'adoucissement, la déminéralisation, le physico-chimique, et j'en passe. Un autre des sujets de la grille de la cartographie, ça va être le nexus eau-énergie. On est toujours, quand on est sur les sujets de traitement d'eau, qui plus est sur le recyclage, on va avoir des sujets énergie. L'énergie qu'on va dépenser pour éventuellement mettre une nouvelle solution, mais aussi et surtout l'énergie qu'on va pouvoir économiser au passage d'une évolution, par exemple, des filières. Je vous montrerai quelques exemples. Évidemment, les ressources utilisées et celles disponibles. Donc, pardon pour le petit apostrophe de la transformation automatique en anglais. Alors là, typiquement, voilà, il peut y avoir des usines qui utilisent de façon historique une ressource qui est sous contrainte, qui peut faire l'objet de mesures administratives, hein, avec des réductions imposées, etc. Et puis d'autres ressources qui sont là, mais qui ne sont pas utilisées parce que jugées sûrement que soit pas dans le cadre qualité, soit pas facilement disponibles, etc. Et qui là, dans un contexte qui se durcit quand même en termes de ressources, qui peuvent présenter un intérêt. Donc, il faut étudier. Et puis, se poser la question de cette logique de dégradation. Bon, mais dans un métier, le traitement d'eau, où on abat. On abat, voilà, la pollution, là-bas, on active des boues pour qu'elles dégradent de la matière. Bon. Dans un certain nombre d'activités, il faut se poser la question de la pertinence de ce raisonnement. Dans de nombreuses situations, avant que ça arrive à la station d'épuration, il y a la possibilité d'évaluer des schémas de valorisation très intéressants dans l'usine, soit pour faire de la valorisation directe d'un actif, soit pour valoriser cet actif seul, concentré, dans des filières, par exemple, comme la méthanisation. Alors, ça se traduit après dans l'action, dans une démarche qu'on peut appeler en 4 R. On entend souvent parler des 3 R, mais on va plutôt parler de 4 R, puisque on va avoir une action qui va passer par la réduction, la réutilisation, le recyclage, avec une petite nuance entre les deux, et le remplacement. Alors, réduire, il y a des exemples. Je passerai par l'exemple, donc je vais vite, mais typiquement en chaufferie, il y a des sujets où très souvent on travaille sur les purges, où là, il y a un gros sujet aussi énergie au passage, et potentiellement chimie, qui peut compliquer la donne, par exemple, d'une réutilisation finale à la station d'épuration, parce que les effluents sont chauds, parce qu'il y a de la charge minérale, parce que, etc. Donc ça, il y a des sujets. Le refroidissement, les tours de refroidissement, le fameux taux de concentration pour ceux qui ont des tours de refroidissement, les purges, toute la chimie qui va avec dans le contexte légionnel, etc. Donc ça, il y a des solutions pour analyser ça et réduire. Le sujet, lorsqu'on en a de la déminéralisation, là, on peut avoir aussi des rendements avec des choses qui sont un petit peu obsolètes qu'on peut étudier. Alors, la réutilisation, là, c'est plutôt, on est dans des notions de boucles courtes, où on va avoir, un peu comme je le disais tout à l'heure, des opportunités de valorisation à l'échelle de l'atelier, de la NEP, donc par exemple dans l'agroalimentaire ou la cosmétique ou la pharma, peut-être à un moment des solutions qu'on jette,
peut se poser des questions de savoir si finalement on n'est pas capable, à ce stade-là, de faire quelque chose avant que ce soit mélangé avec tout le reste, en particulier dans l'agroalimentaire, pour simplifier aussi des schémas de décision qualité et de risque sanitaire. La cascade de deuxième vie, c'est-à-dire voilà, on a par exemple des purges d'une tour qui est de l'eau adoucie. Pourquoi pas l'utiliser ailleurs, donc forme de réutilisation en cascade. Et puis le recyclage au sens boucle longue, pour revenir en tête d'un processus. Donc là, c'est plutôt sortie step, qu'on appelle la réut dans la collectivité. Là, on va renvoyer ça vers l'eau industrielle à l'entrée. On va se heurter aux problématiques qu'a très bien décrites tout à l'heure Sor, souvent de sujets de salinité, de boucle de concentration, qu'il va falloir étudier de près pour voir où sont les goulots, quelles sont les problématiques, est-ce qu'on ne va pas les précipiter, est-ce qu'on ne va pas les corroder, est-ce qu'on va avoir une compatibilité avec la destination. Le sujet du recyclage des actifs chimiques, on a des exemples que je vous présenterai très brièvement. Et les régénérants, c'est un des gros chapitres sur lesquels on travaille beaucoup. C'est-à-dire que les adoucisseurs, bon, c'est quasiment partout, hein, selon nos types d'industrie. Si on est dans l'agroalimentaire, l'eau est adoucie, c'est l'habitude, elle est adoucie partout. L'adoucissement, bah, c'est un procédé qui a un rendement chimique assez mauvais, pas dire minable, puisque en gros, les 2/3 des régénérants finissent à l'égout et peuvent venir compliquer considérablement l'équation du recyclage de l'eau en augmentant la salinité. C'est-à-dire que quand elle passe en cycle ouvert, ça va bien, mais au deuxième cycle, avec des adoucisseurs, etc., bah ça peut devenir très compliqué. C'est des choses qu'il faut étudier. Alors, à un moment, on peut dégoulotter, comme on l'a fait dans le projet LIFE, que je vous présenterai brièvement tout à l'heure. On peut dégoulotter ce genre de choses en recyclant au plus près de l'émetteur des actifs chimiques qui étaient perdus, soit par l'optimisation du procédé lui-même, en utilisant des filières modernes, soit en déployant des technos. Bon, là, on a une technologie exclusive qui permet de recycler le sel qui n'a pas réagi dans l'adoucisseur. Et puis, pour terminer, bon, évidemment, oui. J'adore. Voilà, il faudrait qu'on qu'on arrive à conclure. Très bien, mais j'y arrive. Donc, parce que je vous montrerai deux exemples. Et puis, remplacer, donc, eau de pluie, par exemple, supprimer la chimie, remplacer les filières. Donc, quelques exemples rapides. Une approche sur les tours, où on ne purge plus, on traite en amont, on change la donne, et on réduit de 90% de la purge, où on réduit l'utilisation des produits. Le remplacement des déminés historiques par des filières 100% membrane électrochimique, avec là aussi la suppression totale de la chimie, et des rejets qui vont avec. L'utilisation de ressources non conventionnelles, comme les condensats de biomasse, pour faire de l'eau déminéralisée pour la chaudière. L'optimisation de procédés existants dans l'industrie, comme la déminée, pour réduire de 45% la chimie. Et le programme LIFE que nous menons, qui est dans l'industrie alimentaire, donc qui a précédé les décrets qui vont sortir, donc dans le cadre en France Expérimentation avec Monin, où on a changé un peu cette donne. On coupe le tuyau qui va à la station, on concentre les sels pour les recycler dans l'adoucisseur, on concentre le sucre pour le valoriser en méta, et on recycle intégralement toute l'eau dans les processus de nettoyage. Bon, je termine quand même avec un petit mot, puisqu'on est chez Cleantech aujourd'hui. On fait ça aussi avec EDF dans un cadre expérimental. À Tricastin, une expérimentation qui se poursuit après Golfech et qui démarre la semaine prochaine, avec l'idée de recycler un effluent chimique et de valoriser ce qui est dans cet effluent chimique et ne plus subir, enfin, voilà, bon, en l'occurrence, c'est de l'ammonium, des choses comme ça. Donc là, on a développé un procédé. Bon, là, c'est un petit peu du reuse ultime. Hein. On ne fait pas que des choses, évidemment, là, c'est assez compliqué. Des choses aussi très simples, mais on peut aller jusqu'à ce genre de choses dans des contextes particuliers où il y a un intérêt à aller chercher un actif dans l'eau. Voilà, puis j'arrête là la présentation, je peux répondre à vos questions. Merci Salvador. Alors, il y avait une question peut-être qu'on peut réaborder maintenant qui était sur la réglementation.
Il y a eu une question là au début de la séquence sur la réglementation du reuse et la gestion réglementaire. Est-ce que côté Luc Méjean ou Salvador Pérez, vous voulez y apporter réponse? Peut-être sur l'aspect, puisque là, ça faisait un petit peu le lien avec notre programme live. Sur le sujet réglementation, il faut bien distinguer le sujet de la réhute urbaine de celui du recyclage dans l'industrie. Celui du recyclage dans l'industrie est quand même en dehors, je dirais deux mots, du contexte de l'agroalimentaire, enfin, des applications, évidemment, où l'eau peut compromettre la qualité du produit. Le recyclage dans l'industrie, si vous faites du verre ou si vous faites du plastique, c'est un peu vous êtes chez vous, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. C'est-à-dire que dans les industriels recyclent l'eau autant qu'ils peuvent, hein, déjà dans leur process. Donc, le sujet réglementaire dans l'industrie, il est quand même très marqué, peut-être pas le seul, mais il est très marqué par le sujet en lien avec les décrets sur l'agro qu'on attend. Donc là, évidemment, là, des décrets sur l'agroalimentaire a longtemps travaillé et se demandé un peu ce qui allait venir. Manifestement, ce qui va venir est assez positif, puisque on verra après comment ça s'applique, mais en tout cas, dans la rédaction de l'arrêté, on peut faire à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, bon, en sachant qu'on n'imagine pas tellement mettre de l'eau recyclée dans les produits qu'on va consommer. C'est pas ça. Hein. Mais on va pouvoir nettoyer du matériel alimentaire avec de l'eau usée. On va pouvoir quand même faire des choses qui aujourd'hui étaient interdites. Hein. Donc là, on le fait avec Monin, mais dans le cadre d'un France Expérimentation avec une dérogation. Pour l'instant, les industriels, ce qu'on fait chez Monin, ils n'ont pas le droit de le faire. Exactement, juste pour compléter, hein, effectivement, Salvador a dressé un peu le portrait là. Donc, en dehors de l'agroalimentaire, on peut faire beaucoup de choses, hein, et on peut faire, ouais, avec les technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, donc on peut arriver à faire beaucoup de choses. Sur l'agroalimentaire, en France, donc, parce qu'il y a quand même un focus sur la France, jusqu'à présent, c'était assez compliqué, hein, donc pour faire du reuse, d'un point de vue, il y avait un aspect sanitaire en fait qui bloquait, qui freinait fortement les projets. Mais qui est en train d'évoluer. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, l'industrie agroalimentaire est quand même fort consommatrice d'eau. Donc, si on veut avoir un impact sur la ressource, il faudra quand même aussi travailler sur ce secteur-là et faire des choses dans les meilleures conditions sanitaires possibles, hein, bien sûr, et évoluer, quoi. Il y a des pays en Europe, hein, donc tout près de chez nous, hein, donc en Espagne, en Europe du Nord, où dans le domaine de l'agroalimentaire, ils font déjà beaucoup de choses en reuse, quoi. Beaucoup de choses. Il y a une bière belge faite avec de l'eau usée. Exactement. Donc, dans le domaine de la laiterie, etc. Donc, il y a beaucoup. Donc, ils ont pris de l'avance sur cette partie-là. Bon, je pense qu'on est capable de réagir rapidement, mais en tout cas, ça existe, quoi. Y aurait-il d'autres questions? Donc, merci Luc et Salvador pour vos réponses sur ce point. On peut se permettre de déborder un petit peu si certains souhaitent rester pour prendre quelques questions complémentaires. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on conclue ici. Donc, le replay sera disponible et effectivement, avec les échanges, voilà, la totalité du replay. On va mettre la présentation aussi en ligne. On laissera les bons contacts. Et ce webinaire était certainement que le début d'une série, puisqu'on voit que l'eau est une ressource donc, pour les industriels. On le voit encore plus sur la filière agricole. Hein, donc, il y aura certainement d'autres sujets et d'autres éclairages à apporter pour d'autres filières et d'autres métiers également. Donc, on se permettra de refaire d'autres mises en lumière en fonction des thématiques. Je vais remercier tous nos speakers et partenaires de s'être mobilisés aujourd'hui pour avoir apporté ces points de réponse. Leurs coordonnées figureront dans la présentation qu'on laissera à disposition et qu'on vous fera parvenir par mail dans l'après-midi ou lundi au plus tard. Voilà, à moins qu'un speaker veuille commenter ou apporter un élément complémentaire, je propose qu'on conclue aujourd'hui sur cette séquence. Très bien.
Merci Delphine. Merci à tous, en Merci. tout cas. Merci à Merci, tous au de votre revoir. participation. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir.